Il existe des habitations qui semblent défier toute logique. Certaines sont perchées sur des falaises abruptes, d'autres se dissimulent à l'intérieur même de montagnes, et d'autres encore s'érigent là où la nature menace constamment la vie humaine, par des tempêtes, des glissements de terrain, des avalanches ou des vagues déferlantes. Ces lieux extraordinaires remettent en question tout ce que l'on croit savoir sur ce qu'est un foyer. Des villages isolés accrochés aux parois rocheuses, aux colonies éloignées, confrontés à une pluie incessante, à un froid glacial ou à des déserts brûlants, chaque site raconte une histoire remarquable de survie et de résilience. Dans ces environnements hostiles, les résidents improvisent des techniques ingénieuses pour recueillir l'eau de pluie, isoler leurs murs et résister aux vents violents, utilisant souvent des matériaux locaux et des solutions adaptées aux contraintes extrêmes. Chaque maison devient ainsi un témoignage vivant de l'ingéniosité humaine face à des conditions que la plupart jugeraient invivables. Les bâtiments s'ancrent aux roches avec des systèmes ingénieux, tandis que les habitants creusent des terrasses pour les protéger des glissements et des inondations. Ils vivent en permanence au bord du danger. Accompagnez-nous dans l'exploration des habitations les plus dangereuses du monde, où chaque toit témoigne que l'homme peut s'établir presque partout sur la Terre. Yanjin, Chine. Encasté entre deux immenses falaises rocheuses, Yanjin ressemble à une fine bande de béton, ce qui en fait l'un des lieux urbains les plus étroits du monde, une ville comprimée, presque jusqu'au point de disparaître. Toute la ville s'étend le long du fleuve, et à son point le plus étroit, elle ne mesure qu'une trentaine de mètres de large, donnant l'impression que tout est serré dans une faille de montagne, surtout parce qu'elle fait souvent face à de grandes crues qui menacent de l'engloutir entièrement. De nombreux immeubles élevés doivent reposer sur de hautes colonnes en béton enfoncées directement dans le lit du fleuve, soutenant d'interdits blocs d'appartements au-dessus des eaux tumultueuses en contrebas. Cette pénurie extrême d'espace signifie que la ville ne possède presque qu'une seule route principale, tandis que les habitations et les voies ferrées sont obligées de partager la même étroite bande de terre, superposées les unes sur les autres par pure nécessité. Au-delà de sa forme inhabituelle, le lieu porte également un nom signifiant « traversée du sel ». Rappelle que ce fut autrefois un point commercial crucial sur l'ancienne route de la soie du Sud, où les caravanes franchissaient ce même étroit passage. Quand les nuages bas glissent entre les bâtiments et les parois escarpées, la ville entière prend soudainement une allure mystérieuse, comme une scène tirée d'un film fantastique qui se matérialise de façon inattendue. Les habitants, contraints à cette configuration unique, ont développé un mode de vie où chaque fenêtre, chaque ruelle devient un espace précieux, et où le bruit du fleuve qui coule sous les piliers de béton résonne comme un rappel constant de la fragilité de cet environnement. Les rares espaces verts, parfois aménagés sur les toits, offrent un contraste saisissant avec le décor rocheux, tandis que les éclairs de lumière filtrant entre les falaises créent des jeux d'ombre qui accentuent le caractère presque surnaturel du paysage urbain. Ainsi, chaque jour à Yanjin se déroule comme une scène soigneusement chorégraphiée, où l'histoire millénaire de la route du sel se mêle à la lutte contemporaine contre les inondations, et où le souffle du vent qui s'engouffre dans la gorge étroite semble murmurer les récits des caravanes d'antan. Guadix, en Espagne, se déploie au cœur d'une vallée où des collines d'un rouge brûlé s'élèvent en milliers de cheminées blanches, semblables aux dernières marques d'une cité qui s'est enfouie sous la terre, comme si une ville entière avait choisi de disparaître sous la surface. Le paysage, sculpté par des crêtes d'argile et de roches fortement érodées, forme des plis tranchants qui donnent à la terre un éclat rougeoyant qui change de teinte selon la lumière du jour. Dès le XVe siècle, les habitants ont commencé à creuser leurs demeures dans le sol. Aujourd'hui, plus de 2000 habitations souterraines offrent encore tous les conforts modernes, avec l'électricité, la plomberie et le mobilier habituel que l'on trouve dans n'importe quelle maison à la surface. Les façades et les cheminées, peintes d'un blanc éclatant, ne servent pas uniquement à l'esthétique. Elles désinfectent les surfaces et réfléchissent le soleil,
contribuant à garder le quartier des cavernes plus frais pendant les longues étés. Les épais murs d'argile amortissent les bruits extérieurs et maintiennent une température intérieure constante, oscillant entre 18 et 20 degrés Celsius, même lorsque le climat extérieur devient rude et impitoyable. Environ la moitié de la population réside dans ces simples habitations troglodytes, tandis que le centre de la ville est dominé par la cathédrale de Guadix, imposant édifice érigé sur le site d'une ancienne mosquée, fusionnant les styles gothique, renaissance et baroque en une structure saisissante. Cette combinaison unique d'architecture souterraine et de monuments historiques confère à Guadix une atmosphère à la fois mystérieuse et captivante, où le passé et le présent cohabitent sous le même ciel rougeoyant. Yunmujai, en Chine, se dresse comme une île mystérieuse, flottant au-dessus d'un océan de nuages. Perché au sommet d'une montagne culminant à environ 1200 mètres d'altitude, ce village de pierre paraît complètement détaché du monde terrestre. Sa superficie ne dépasse guère 2,6 km² et il est entouré de toutes parts par des falaises plongeant presque à 490 mètres de profondeur, ce qui confère à l'endroit l'apparence d'une forteresse naturelle presque imprenable. L'accès se fait uniquement par un sentier étroit, gravé de milliers de marches de pierre incrustées dans la falaise. À certains endroits, le passage ne mesure qu'une largeur d'environ 60 cm, véritable bord tranchant entre la montagne et l'air libre. Le paysage qui entoure le village semble figé dans le temps, les nuages s'accrochant au sommet comme un voile blanc, tandis que le vent glacial souffle entre les fissures, rappelant les batailles qui se sont déroulées il y a des siècles. Le nom Yunmuzai provient d'une ancienne légende où les défenseurs jetaient du poisson frais dans l'abîme pour tromper les envahisseurs, les faisant croire qu'une abondance de nourriture subsistait au sein de la citadelle. Plus d'une centaine de constructions, édifiées à partir de calcaire vert selon des méthodes traditionnelles très raffinées, se sont élevées sans l'emploi d'un seul clou de fer, et elles résistent encore depuis plusieurs siècles. Chaque bâtiment témoigne d'une maîtrise artisanale où les artisans taillaient les blocs de pierre à la main, les emboîtant avec une précision telle que la structure demeure solide malgré les siècles d'érosion. Des racines d'arbres anciens s'enroulent autour de murs, atteignant une épaisseur d'1,50 m, comme si la nature elle-même cherchait à protéger ces édifices. Des citernes sculptées directement dans la roche, destinées à recueillir l'eau de pluie, offrent une impression de musée vivant, témoignant d'une survie intemporelle, isolée du monde moderne qui s'étend en contrebas. Le tout crée une atmosphère à la fois austère et envoûtante, où chaque pas résonne comme un écho du passé, invitant le visiteur à pénétrer dans un sanctuaire oublié du temps. Le palais Xixia, situé en Chine, devient, lorsque le soleil se couche et que ses rayons traversent les nuages, un lieu baigné d'une lueur violacée qui se répand sur les toits courbés, donnant l'impression que l'ensemble du complexe flotte dans le ciel. C'est précisément de cette atmosphère éthérée que tire son nom mystérieux, Xixia. Perché à une altitude d'environ 2440 mètres au-dessus du niveau de la mer, ce temple taoïste s'accroche non seulement à la falaise, mais il est également taillé profondément dans la roche, créant ainsi un espace sacré dédié au culte, sculpté directement dans le flanc de la montagne. Sa structure en bois repose sur le système traditionnel du dugong, ce qui permet à l'ensemble de résister pendant des siècles tout en scintillant contre la terre rougeâtre, riche en oxyde de fer. Ce qui rend le site encore plus impressionnant, c'est que plusieurs milliers de tonnes de pierre, de bois et de tuiles de toit ont été transportées jusqu'à cette hauteur uniquement à la force du travail humain et à l'aide de simples systèmes de poulies, sans recourir à aucune machine moderne. L'accès se fait uniquement par une route d'environ 6 km et 400 mètres de long, jalonnée de 49 virages en forme de U qui s'enroulent dangereusement autour du flanc de la montagne, chaque courbe étant plus précaire que la précédente. Depuis le balcon en bois élevé, on peut contempler les vallées rouges qui s'étendent comme des vagues de feu sous les nuages,
transformant cet endroit en un monde isolé de vénération, suspendu entre une beauté féroce et irréelle. Le silence qui y règne, interrompu seulement par le souffle du vent qui s'engouffre dans les interstices du bois, renforce le sentiment d'éternité. Chaque pas sur la route sinueuse semble remonter le temps, rappelant les pèlerins qui, il y a plusieurs siècles, ont gravé ce sentier à la main. Le panorama depuis le sommet, où le ciel se mêle aux teintes écarlates des vallées, crée une scène presque surnaturelle, où la lumière du crépuscule semble se fondre avec la pierre, donnant l'illusion d'une frontière entre le terrestre et le céleste. Ainsi, le palais Ixia demeure non seulement un exploit architectural, mais aussi un témoignage vivant de la dévotion et de la persévérance humaine. Hoa Bac, au Vietnam, est niché au cœur d'une forêt de montagnes verdoyantes. Ce village semble construit entièrement en pierre, chaque maison, chaque allée partageant la même teinte grisâtre et froide qui semble imprégner l'ensemble du paysage. Les premières habitations furent érigées entre 1594 et 1677, période coïncidant avec la retraite des dirigeants Mac dans les montagnes, transformant ce lieu en une forteresse défensive contre leurs ennemis. Pour le peuple Tay, la pierre n'est pas seulement un matériau de construction, elle incarne également un esprit protecteur, chaque domicile portant la conviction d'être à l'abri du danger et du malheur. Les murs atteignent une épaisseur variant de 6/10 à 9/10 de mètre, et nombre de leurs sections furent empilées entièrement à la main, sans aucun ciment, et résistent depuis des siècles aux assauts du vent et de la pluie. Chaque maison possède 2 étages. Le rez-des-airs accueille les animaux et les outils, tandis que l'étage supérieur sert d'habitation, assurant ainsi une fraîcheur naturelle durant l'été et une chaleur agréable en hiver, sans recours à une isolation moderne. Lorsque la mousse recouvre les parois de pierre et que les sentiers du village scintillent après la pluie, l'ensemble dégage une atmosphère silencieuse, ancienne et profondément mystérieuse, comme si le temps lui-même s'écoulait plus lentement dans ce décor. Les montagnes environnantes, drapées de feuillage d'un vert intense, encadrent le village, créant un écrin isolé où le bruit du monde extérieur semble s'estomper. La couleur gris-froid de la pierre, presque homogène, confère à chaque construction une continuité visuelle qui renforce l'impression d'unité et de permanence. Les habitants, descendants des Tay, perpétuent depuis des siècles des rituels liés à la pierre, croyant que chaque bloc possède une âme qui veille sur les foyers. Cette croyance se reflète dans la manière dont les murs, épais comme des remparts, protègent les familles des intempéries, tout en conservant une température intérieure stable grâce à la masse thermique de la pierre. Le système à 2 niveaux, avec le niveau inférieur dédié aux animaux et aux outils, exploite naturellement la fraîcheur du sol, tandis que le niveau supérieur offre un espace de vie aéré, profitant de la convection naturelle pour réchauffer l'air en hiver. Après une averse, les gouttes d'eau glissent le long des surfaces, faisant briller la pierre d'un éclat argenté, tandis que la mousse verte, douce au toucher, s'accroche aux interstices, ajoutant une touche de vie organique à l'ensemble. Cette scène, où le silence règne et où chaque pas résonne doucement sur les sentiers humides, crée une impression de mystère intemporel, comme si le village vivait en dehors du calendrier ordinaire, où le temps lui-même ralentit pour laisser place à la contemplation. Le village flottant de Van, situé au Vietnam, ressemble à un large coup de pinceau lumineux posé au cœur d'une baie d'un bleu profond. Cette communauté de pêcheurs, ancienne et unique, s'étend comme une cité d'eau entourée d'immenses parois calcaires qui surgissent directement de la mer. Des crêtes montagneuses élevées forment un bassin naturel qui protège la zone des vents violents et des tempêtes. Maintenant, une eau d'une profondeur variant entre 5 et 10 mètres, lisse comme un miroir pendant la majeure partie de l'année. Des centaines de maisons flottantes aux couleurs vives sont reliées entre elles par des cordes et de petits ponts en bois, créant un véritable labyrinthe vivant qui serpente entre d'imposants piliers de pierre, semblables à des gardiens silencieux veillant sur l'ensemble du peuplement.
Dans ce décor enchanteur, les enfants apprennent à manier de petites embarcations avant même de bien marcher, tandis que des salles de classe flottantes diffusent depuis des siècles le son des leçons de lecture mêlées aux douces vagues. Les habitants subsistent de manière durable, car l'écosystème se trouve juste sous leur plancher, où des centaines d'espèces de poissons et de coraux trouvent refuge dans les eaux claires d'un vert émeraude. Les parois calcaires, d'une hauteur impressionnante, se dressent comme des remparts immobiles qui encadrent le paysage aquatique, créant une atmosphère à la fois mystique et protectrice. Le calme constant de la surface reflète les nuages et les montagnes, donnant l'impression que le temps s'arrête dans cet écrin isolé. Les habitants, en harmonie avec la nature, cultivent des jardins sur les toits flottants, où des plantes aromatiques poussent entre les filets de pêche, renforçant ainsi l'autosuffisance du village. Chaque soir, les lanternes suspendues aux structures en bois diffusent d'une lueur chaleureuse qui danse sur les vagues, accentuant le caractère féerique du lieu. Lorsque le soleil se couche derrière les sommets, le village entier s'illumine comme une cité dorée sur l'eau, isolée complètement du bruit du monde extérieur qui se trouve au-delà de sa baie paisible. Al-Hamra, Oman. S'élevant du sol comme une oasis épique, cette ville vieille de 400 ans est une oméga maîtresse, façonnée presque entièrement à partir de boue rouge et de paille, construite couche après couche au fil des générations. Les habitations en briques de boue s'élèvent sur 2 à 3 étages, leurs murs mesurent environ 60 cm d'épaisseur, ce qui permet à l'intérieur de rester 10 à 15 degrés Celsius plus frais que l'extérieur, même sous le soleil impitoyable du désert qui brûle au-dessus. L'épaisseur des murs crée une inertie thermique qui ralentit les variations de température, assurant ainsi un confort naturel aux résidents. Le paysage crée un contraste saisissant entre la teinte rougeâtre de l'argile, le vert émeraude des palmeraies et les montagnes argent-gris qui se dressent majestueusement derrière. Les palmiers offrent une ombre précieuse, formant de petites oasis de fraîcheur au milieu du décor aride. Pour assurer la survie de toute la communauté, les ancêtres ont mis en place le système de falaj, qui transporte l'eau des sources souterraines des montagnes vers la ville, en s'appuyant uniquement sur la pente naturelle et la gravité, fournissant ainsi l'eau indispensable à la population. Entre les maisons densément regroupées, se glissent des ruelles étroites et ombragées, où la lumière du jour peine à toucher le sol même à midi, offrant un rare havre de fraîcheur au cœur de la chaleur désertique. Ces ruelles, parfois si confinées que seuls des éclats de lumière filtrent, créent une atmosphère presque mystique, où chaque pas résonne doucement sur le sol de terre battue. Une partie de la cité a été abandonnée et se dissout lentement dans la terre, ses façades de boue s'effritant sous l'effet du vent et du sable, tandis que le reste reste occupé, les habitants continuant de vivre dans les maisons traditionnelles et perpétuant les coutumes de leurs aïeux. Ainsi, le passé et le présent semblent cohabiter côte à côte dans les mêmes murs, conférant à Al-Hamra une aura de mystère qui attire les curieux et les passionnés d'histoire. Mawsynram, en Inde, ne ressemble pas tant à un simple village où la pluie tombe qu'à un lieu où la pluie domine presque chaque aspect de l'existence quotidienne. La précipitation moyenne annuelle y atteint environ 1186 cm, ce qui en fait l'endroit le plus humide de la planète. Les nuages chargés d'humidité sont poussés vers le haut par les collines Qazi, où ils se condensent à maintes reprises, déversant d'interminables flots d'eau sur le sol en contrebas. Cette abondance constante fait que les parois rocheuses, les toits et les troncs des arbres sont recouverts d'une épaisse couche de mousse verdoyante, tandis que le feuillage des fougères, des herbes et des orchidées sauvages revêt une intensité de vert si profonde qu'elle paraît presque irréelle sous le ciel grisâtre. Au fil des décennies, les habitants ont cultivé des ponts vivants à partir de racines d'arbres à caoutchouc, ces structures naturelles qui s'étirent comme des arcs verdoyants, permettant de traverser les eaux tumultueuses qui, autrement, isoleraient complètement les villages les uns des autres. Ainsi, Mawsynram n'est pas seulement une terre de pluies incessantes,
mais également la preuve vivante que l'humanité peut façonner beauté et résilience au cœur d'un environnement presque entièrement dominé par l'eau, transformant chaque défi en une véritable manière de vivre. Monsanto, au Portugal, se dresse sur une colline de granit culminant à environ 760 mètres d'altitude. Le village semble littéralement incrusté dans le flanc de la montagne, où d'énormes blocs de pierre, pesant plusieurs centaines de tonnes, font partie intégrante des habitations. Au lieu de briser la roche pour dégager de l'espace, les habitants, au fil des siècles, ont appris à ériger leurs maisons autour des rochers ou à les encastrer dans les fissures naturelles, de sorte que le village et la montagne ne forment presque plus qu'une seule entité. Certains de ces rochers servent même de toit, supportant plus de 200 tonnes, suspendus au-dessus des maisons d'une manière qui paraît à la fois étrange et stupéfiante pour tout visiteur qui découvre le lieu pour la première fois. Les habitants ont développé au cours des générations des techniques de construction ingénieuses, façonnant les pierres à même la montagne pour créer des espaces habitables sans recourir à des matériaux importés. Les toits massifs, parfois visibles à plusieurs kilomètres, témoignent d'une maîtrise artisanale où chaque pierre est soigneusement positionnée pour supporter le poids colossal sans compromettre la stabilité du bâtiment. En conséquence, les rues ne sont pas droites. Elles s'enchevêtrent en un véritable labyrinthe de marches de pierre, de ruelles étroites et de murs de granit, avec des passages parfois assez étroits pour ne laisser traverser qu'une seule personne à la fois. Cette configuration labyrinthique oblige les résidents à connaître chaque recoin, transformant chaque déplacement quotidien en une sorte de rituel de mémoire collective. L'architecture inhabituelle du village n'est pas son unique singularité. Chaque mois de mai, les habitants jettent depuis les rochers des pots d'argile remplis de fleurs, perpétuant ainsi une légende ancienne qui raconte comment ils ont trompé une armée ennemie. Le rituel de lancer les pots d'argile, qui éclatent en un éclat de pétales colorés à l'impact, rappelle la ruse des villageois qui, selon le conte, ont fait croire à l'ennemi que la montagne était imprenable, le poussant à rebrousser chemin. Cette façon de vivre, presque figée dans la pierre, a valu à Monsanto d'être honoré en 1938 comme le village le plus typiquement portugais du Portugal. Cette reconnaissance officielle, décernée par les autorités portugaises, a renforcé la fierté locale et a contribué à la préservation du patrimoine architectural unique du village qui attire aujourd'hui des curieux du monde entier. Oradour-sur-Glane, dans la région de la Nouvelle-Aquitaine, était autrefois un petit point de commerce paisible. Ce village, aujourd'hui figé dans le temps, porte encore les marques d'une tragédie qui a bouleversé l'histoire de la France. Le 10 juin 1944, les troupes allemandes ont perpétré un massacre d'une ampleur effroyable, entraînant la mort de plus de 640 habitants, hommes, femmes et enfants, dont les vies ordinaires ont été brutalement interrompues. Cette horreur reste gravée dans la mémoire collective du pays, rappelant chaque année le poids terrible de la guerre. Après la libération, le président Charles de Gaulle a pris la décision de ne jamais reconstruire le village, laissant les ruines telles quelles, afin qu'elles servent de mémorial national, un lieu de deuil et de souvenir destiné aux générations futures. Ainsi, les visiteurs peuvent encore apercevoir, le long des routes, des voitures rouillées, témoins muets d'une époque révolue, ainsi que des bicyclettes d'enfants abandonnées et des machines à coudre posées dans les maisons à moitié effondrées, comme si le temps s'était arrêté à cet instant précis. Entre les blocs de béton gris, fissurés et craquelés, la nature reprend doucement ses droits. La mousse verte, les mauvaises herbes et les lianes s'accrochent aux structures, créant un contraste mélancolique entre le délabrement des constructions humaines et la persistance silencieuse de la vie végétale. Le silence qui enveloppe le site est presque palpable. Chaque pas résonne sur le gravier, rappelant les voix étouffées des victimes. Les visiteurs, souvent émus, déposent des fleurs sur les pierres commémoratives, témoins d'une reconnaissance collective. Le paysage alentour, avec ses collines verdoyantes, contraste avec la désolation du village,
renforçant le sentiment de perte et de résilience. Oradour-sur-Glane n'est donc pas seulement un village désert, mais un rappel silencieux du coût inestimable de la guerre et de la valeur précieuse de la paix qui a suivi. Enfoui sous les collines verdoyantes de l'île du Nord, en Nouvelle-Zélande, se trouve l'un des attraits naturels les plus extraordinaires du pays. Les grottes lumineuses de Waitomo. Ces cavernes se sont créées au cours de plusieurs millions d'années, lorsque des rivières souterraines ont lentement sculpté le calcaire ancien, ouvrant un réseau de vastes salles, de stalactites délicates et de ruisseaux d'une transparence cristalline qui serpentent sous la surface. Le spectacle le plus saisissant ne se révèle qu'à l'obscurité. Des milliers de lucioles phosphorescentes, espèces endémiques à la Nouvelle-Zélande, tapissent les plafonds des cavernes d'une lueur bleu-vert hypnotique, donnant l'illusion d'un ciel nocturne parsemé d'étoiles au cœur même de la Terre. Les visiteurs glissent en silence à bord de petites embarcations à travers la fameuse grotte des Lucioles, où le calme absolu accentue l'atmosphère magique et chaque reflet scintille sur les eaux paisibles. Au-delà de leur beauté naturelle, ces grottes possèdent une profonde signification culturelle pour le peuple autochtone maori, qui connaît et respecte ce paysage souterrain depuis des générations. Aujourd'hui, Waitomo réunit géologie, biologie et histoire dans une expérience inoubliable, offrant aux voyageurs une occasion rare d'observer l'un des spectacles les plus enchanteurs de la nature. C'est un lieu où les ténèbres mêmes deviennent la source d'une beauté extraordinaire, invitant chaque âme curieuse à plonger dans un univers où la lumière invisible raconte des histoires anciennes. Clingstone House, aux États-Unis, trône sur un rocher de granit au cœur de la mer, telle une demeure isolée qui s'accroche fermement à l'eau ouverte de tous côtés. Construite en 1905, elle a résisté pendant plus d'un siècle et 20 ans, survivant à de multiples tempêtes majeures, dont la catastrophe de 1938 qui a anéanti une grande partie du littoral environnant. Bien qu'elle paraisse petite lorsqu'on l'observe de loin, cette maison à 3 étages renferme 23 pièces et 65 fenêtres, offrant des vues panoramiques dans toutes les directions imaginables. Il est d'autant plus surprenant qu'en 1961, elle fut acquise pour seulement 3 600 $ américains, une somme dérisoire comparée à ce qu'elle représente aujourd'hui, tant sur le plan historique que sur celui de la valeur. Au fil du temps, le bois extérieur s'est teinté d'un gris argenté qui se mêle aux rochers et à la mer, de sorte que la maison apparaît désormais comme surgissant de la nature même, plutôt que comme une construction posée sur elle. Les vagues incessantes frappent les fondations, mais la structure demeure imperturbable, témoignant de la robustesse du granit et de la solidité du bois traité. Les marins qui naviguent à proximité racontent que la silhouette de la maison apparaît comme un phare silencieux, guidant les navigateurs perdus dans la brume. La façade, autrefois d'un blanc éclatant, a progressivement adopté une teinte mêlée de sel et de mousse marine, renforçant l'illusion qu'elle fait partie intégrante du paysage aquatique. Aujourd'hui, les visiteurs qui parviennent à atteindre ce lieu isolé sont frappés par le contraste entre la délicatesse du bois vieilli et la dureté du rocher, un contraste qui souligne la persévérance du bâtiment à travers les décennies. C'est pourquoi le nom Clingstone est si approprié, car il décrit parfaitement un édifice qui s'est accroché à son rocher au milieu de l'océan pendant plus d'un siècle sans jamais se détacher. Aogashima, île du Japon, se dresse dans l'immense océan Pacifique comme une curiosité géologique rare, sculptée par un double cratère volcanique, emboîtés l'un dans l'autre au sein d'une superficie terrestre étonnamment réduite. Cette petite terre mesure approximativement 3,2 km de diamètre et s'élève jusqu'à près de 424 mètres au-dessus du niveau de la mer, résultat d'une succession de phases éruptives qui se sont succédées pendant des milliers d'années, façonnant lentement son relief unique. Des falaises abruptes encerclent l'île, formant un rempart naturel qui accentue son isolement, tandis qu'un cône volcanique plus jeune occupe le creux central,
donnant l'impression d'une montagne nichée à l'intérieur d'une autre montagne. De discrètes émissions géothermiques s'échappent encore aujourd'hui, rappelant silencieusement aux habitants que la chaleur volcanique persiste sous la surface, témoignant de la puissance qui a donné naissance à leur foyer. La morphologie de l'île, d'une clarté presque exemplaire, révèle un cadre volcanique complet où chaque couche, du cratère extérieur au cône intérieur, expose les étapes de l'évolution chaldérique. Cette configuration fait d'Aogashima un point de référence pratique pour les scientifiques qui souhaitent étudier la formation des calderas et la construction volcanique en strates, attirant ainsi des chercheurs venus des quatre coins du globe vers ces rivages isolés. Leur présence confirme l'importance de cette île comme laboratoire naturel, où chaque paroi rocheuse, chaque souffle de vapeur, raconte l'histoire profonde d'un monde en perpétuel mouvement. Matmata, en Tunisie, me présente aucun toit qui s'élève au-dessus du désert, car les habitants y ont creusé tout leur univers sous la surface, comme un monde enseveli destiné à fuir la chaleur accablante du Sahara. Les Berbères creusent un puits circulaire d'une profondeur variant de 5 à 10 mètres et d'une largeur de 10 à 15 mètres, formant ainsi une cour intérieure, puis ils ouvrent des galeries latérales dans les parois rocheuses pour y aménager leurs habitations à l'intérieur du rocher environnant. La roche épaisse qui encercle chaque structure maintient une température intérieure d'environ 20 degrés Celsius, même lorsque la température extérieure peut grimper au-delà de 45 degrés Celsius durant la journée et chuter brutalement jusqu'à atteindre le point de congélation pendant la nuit, sans aucun avertissement. Le paysage de Matmata ressemble à la surface de la Lune, parsemé de milliers de puits gigantesques qui s'étendent sur une plaine d'un sol rouge cuit à l'infini, jusqu'à l'horizon. Ce domaine souterrain, longtemps dissimulé de façon presque parfaite, ne s'est véritablement dévoilé qu'après une crue historique survenue en 1969, qui a mis à nu ce qui était resté caché depuis tant d'années. Cette apparence étrangère est précisément la raison pour laquelle le site a été choisi comme domicile de Luke Skywalker dans la saga Star Wars, transformant ainsi ce village troglodytique antique en une icône cinématographique mondiale reconnue partout sur la planète. Les habitants vivent ici depuis des siècles, adaptant leur mode de vie à ce cadre souterrain où l'humidité est stable et les vents du désert ne pénètrent jamais. La structure circulaire du puits permet de capter la lumière du crépuscule qui filtre à travers les ouvertures supérieures, créant un jeu d'ombre et de lumière qui rappelle les cavernes mythiques. Le sol rougeâtre, résultat d'une terre cuite par le soleil brûlant, accentue le contraste entre le monde extérieur aride et le refuge frais et ombragé. Lorsque la crue de 1969 a submergé la région, les eaux ont écoulé les entrées des puits, révélant pour la première fois les façades sculptées dans la roche, que les cinéastes ont immédiatement perçues comme un décor extraterrestre. Cette découverte a conduit les réalisateurs à installer le décor de la maison de Luke Skywalker, faisant de Matmata un lieu de pèlerinage pour les fans du film, qui affluent aujourd'hui pour ressentir l'atmosphère unique de ce village caché sous le sable. Aujourd'hui, les touristes et les passionnés de science-fiction viennent parcourir ces couloirs de pierre, fascinés par l'alliance d'une tradition ancestrale et d'une renommée moderne, témoignant ainsi de la capacité du cinéma à transformer un simple village isolé en un symbole universel du mystère et de l'aventure. Le contraste saisissant entre le silence profond des galeries souterraines et le vacarme du vent du désert crée une ambiance presque surnaturelle, où chaque pas résonne comme un écho du passé, rappelant aux visiteurs que le temps s'écoule différemment sous la surface protectrice de la roche. Coober Pedy, en Australie, se situe dans une terre rouge qui brûle comme un four. Cette localité est singulière parce que la majeure partie de la vie quotidienne se déroule sous terre, loin de la surface. Depuis la découverte du premier opale en 1915, la ville s'est imposée comme la capitale mondiale de l'opale
et fournit environ 80% de la production mondiale, attirant des mineurs venus de chaque coin du globe. Sur les 2500 habitants approximatifs, plus de la moitié habitent dans des demeures creusées profondément dans le rocher, échappant ainsi à la chaleur estivale qui dépasse 45 degrés Celsius, une température qui rendrait la surface intolérable. Sous le grès sec, on trouve non seulement des maisons, mais aussi des hôtels, des commerces et même des églises, où la température reste constante entre 23 et 25 degrés Celsius tout au long de l'année, quelle que soit la saison à la surface. Les tunnels sont reliés par un réseau de conduits d'aération qui permettent de rafraîchir les espaces souterrains, et les surfaces arides sont ponctuées de ces cônes de terre qui servent de point d'accès aux mines. À l'extérieur, d'innombrables tas coniques de terre et des conduits de ventilation donnent à la ville l'aspect d'un chantier extraterrestre parsemé à travers le désert. Cette adaptation souterraine transforme le paysage en un décor presque surréaliste, où chaque construction semble émerger du sol comme une sculpture organique. La résilience humaine se manifeste également dans le terrain de golf dépourvu d'herbe, où les joueurs utilisent des balles phosphorescentes et pratiquent la partie pendant la nuit afin d'échapper complètement à la chaleur brûlante du jour. Tristan da Cunha, situé au cœur de l'océan Atlantique Sud, représente le lieu habité le plus isolé de la planète. Cette île volcanique, presque entièrement coupée du reste du monde par l'immensité de l'océan qui l'entoure, conserve un sentiment d'éloignement absolu. L'absence d'aéroports et de ports en eau profonde, capables d'accueillir de gros navires, oblige quiconque souhaite s'y rendre à entreprendre un long périple maritime, d'une durée d'environ 6 jours, au départ de la côte sud-africaine, avant de transférer le trajet à de petites embarcations pour toucher le rivage. Sur ce territoire isolé, vit une communauté très restreinte, composée principalement des descendants de quelques familles fondatrices, dont les habitants tirent leur subsistance de l'agriculture de petite échelle et de la pêche traditionnelle. Le paysage, d'une beauté étrange, se compose de pâturages verdoyants où paissent des moutons, s'étendant sur des affleurements de roches volcaniques noires et froides, créant une scène à la fois douce et mélancolique. Le sommet dominant, le pic de la Reine Marie, s'élève à près de 2062 mètres et, durant l'hiver, son cime se couvre fréquemment d'une fine couche de neige, conférant à l'ensemble de l'île l'apparence d'une forteresse naturelle au milieu de l'Atlantique. En 1961, une éruption volcanique a contraint l'intégralité de la population à évacuer temporairement. Cependant, la plupart des habitants sont revenus peu après, transformant ainsi cette île en un véritable symbole de résilience, où la volonté de survivre dépasse largement les distances géographiques. Après l'évacuation, les habitants ont trouvé refuge sur le continent africain, principalement en Afrique du Sud, où ils ont vécu pendant plusieurs mois dans des conditions précaires, avant de décider de revenir sur leur terre natale, emportant avec eux le désir profond de reconstruire leur maison et leurs champs. Leur retour a été marqué par la reconstruction des habitations, la remise en place des troupeaux et la réouverture des petites pêcheries qui constituaient le pilier économique de l'île. Le climat de Tristan da Cunha est tempéré, influencé par les courants océaniques, avec des vents fréquents qui sculptent la végétation et les falaises. La faune marine regorge de dauphins, de baleines et de poissons, offrant aux pêcheurs des prises abondantes malgré l'éloignement. Aujourd'hui, la population compte moins de 200 âmes, toutes liées par des liens familiaux étroits, partageant les tâches quotidiennes, les célébrations et les défis liés à la vie insulaire. Dans les eaux turquoises de l'Asie du Sud-Est, les villages sur pilotis des Bajo, situés le long de la côte malaisienne, semblent n'avoir jamais connu la terre ferme. Ces habitants, nés presque de la mer, possèdent une capacité pulmonaire exceptionnelle. Ils peuvent retenir leur souffle pendant environ 13 minutes et plonger à une profondeur d'une 70 mètres. Le tout protégé uniquement par de simples lunettes artisanales fabriquées à la main. Leur mode de vie se déroule sans route ni automobile. Chaque habitation est une maison en bois élevée sur des pilotis qui s'élèvent au-dessus de la surface saline.
offrant une vue permanente sur les récifs coralliens et les bancs de poissons qui évoluent juste sous leur toit. Aucun sentier terrestre n'existe. Chaque déplacement, chaque visite au marché, chaque expédition de chasse dépend exclusivement de bateaux en bois traditionnels, poussés ou ramés à la force du bras. Même les tout-petits, âgés d'environ 4 à 5 ans, savent déjà pagayer vers l'horizon marin presque instinctivement, comme s'ils avaient hérité du mouvement des vagues. Dans cette communauté, de nombreuses personnes ne possèdent ni certificat de naissance, ni passeport, et ignorent même leur âge exact. Le temps y est compté par le rythme des marées, plutôt que par les calendriers ou les horloges. Lorsque le soleil disparaît derrière l'horizon, le village entier s'enfonce dans une obscurité totale, dépourvu de réseau électrique. L'obscurité n'est alors brisée que par la lueur des étoiles, les faibles lueurs des lampes à huile, et le silence quasi absolu d'un monde où la télévision et le Wi-Fi n'existent pas pour troubler la quiétude. Les femmes, quant à elles, couvrent leur visage tout au long de la journée d'une pâte jaune, faite maison à base de riz et de feuilles, servant de protection solaire. Cette couche protectrice confère à leurs traits un aspect profondément énigmatique, devenu l'un des symboles les plus reconnaissables de leur culture. Ainsi, chaque aspect de la vie quotidienne des Bajau, de leur prouesse subaquatique au rituel de protection solaire, tisse un tableau fascinant où la nature et la tradition se mêlent en une harmonie presque mystique. Manshiat Nassa, située en Égypte, n'est pas simplement une zone de taudis. C'est en réalité une immense capitale du recyclage où les déchets provenant de tout le Caire se transforment en une source de vie pour l'ensemble de la communauté. Une économie entière s'est construite sur ce que le reste de la ville jette, créant un réseau souterrain d'échange où chaque morceau de plastique, chaque ferraille et chaque papier trouvent une nouvelle utilité. Parmi les bâtiments en briques rouges, serrés comme des pièces de puzzle, les détritus sont omniprésents. Ils remplissent les ruelles, débordent sur les balcons et s'accumulent sur les toits comme de petites montagnes qui semblent grandir chaque semaine. Dans cet espace exigu, les camions à ordures, empilés à une hauteur 4 fois supérieure à leur propre corps, continuent à se faufiler entre des rues étroites, jonchées de boue et de ferraille, faisant partie du quotidien de ses habitants. Les couloirs sont à peine assez larges pour permettre à 2 personnes de se croiser, et les conducteurs manœuvrent avec une précision presque chorégraphiée. Les enfants grandissent dans ce décor, apprenant dès leur plus jeune âge à trier les différents types de plastique, de métal et de papier, une compétence essentielle à leur survie, et un métier transmis de génération en génération, comme un héritage familial. Malgré l'apparence d'un lieu où ne subsiste que la dévastation, un gigantesque tableau de calligraphie s'étend le long des façades de 50 bâtiments, rappelant que l'art peut encore briller même dans les environnements les plus hostiles, transformant la ligne d'horizon ordinaire en une galerie à ciel ouvert. Ce contraste devient encore plus saisissant lorsqu'à proximité immédiate du quartier poussiéreux se dresse une immense église souterraine, creusée profondément dans la montagne calcaire, offrant 20 000 places assises. Cette cathédrale, véritable monde caché, se trouve juste derrière le bruit et les détritus, offrant aux habitants un sanctuaire de silence et de spiritualité au cœur même du chaos quotidien. Guoliang, un petit hameau niché dans la province du Henan en Chine, est souvent qualifié de l'un des villages les plus dangereux au monde. Il se suspend au-dessus d'imposantes falaises rouge-brun, à une altitude d'environ 1700 mètres, et il est resté presque totalement isolé jusqu'à ce que les habitants décident de tailler un chemin à même la montagne à l'aide de leurs seules mains. Avant l'année 1972, le village était pratiquement coupé du reste du monde. L'unique voie d'accès consistait en une échelle céleste de 720 marches de pierre raides où une simple glissade pouvait coûter la vie. Pour rompre cet isolement, 13 villageois ont consacré 5 ans d'efforts acharnés, armés uniquement de marteaux et de burins, à percer la roche solide.
Ils ont creusé un tunnel d'une longueur d'environ 1250 mètres, d'une hauteur de 4 mètres 90 cm et d'une largeur de 4 mètres, un exploit presque inimaginable de travail manuel. Le passage possède une particularité saisissante. Une rangée de 35 ouvertures percées le long du tunnel, chacune donnant directement sur l'abîme qui s'étend en dessous. Ces ouvertures furent initialement créées pour laisser pénétrer la lumière et évacuer les débris de pierre pendant la construction. En raison de la rareté du terrain plat et du bois, chaque élément du village, des habitations aux tables, en passant par les chaises et les murs de pierre, fut façonné à partir du calcaire vert local. Ainsi, le village tout entier se transforme en un univers rugueux mais résilient de pierre, sculpté entièrement par la nécessité. Entre les falaises rouge-brun, la forêt verte qui s'étend à l'horizon et le rythme calme de la vie rurale, Guoliang offre un spectacle à couper le souffle. Une quiétude apparente qui coexiste avec une sensation de danger permanent, même après des décennies d'accès plus sûrs. Cette dualité entre sérénité et menace latente confère au village une atmosphère unique, où chaque pas rappelle l'histoire d'une communauté qui a défié la nature avec une détermination inébranlable. Le mont Chaoyun, situé en Chine, s'élève à travers les nuages comme des milliers de lances acérées, incarnant le courage et la loyauté associés à Qiao Zilong, une figure toujours honorée par les habitants locaux. S'élevant à environ 1500 mètres d'altitude, ces falaises calcaires abruptes sont fréquemment englouties par d'épais océans de nuages qui surgissent sans avertissement. Les structures spirituelles qui ornent la montagne ont été édifiées selon un style qui épouse la roche, dissimulée au cœur de grottes naturelles afin de résister aux vents violents et aux tempêtes qui s'abattent sans cesse sur le sommet. Pour atteindre le point le plus élevé, les visiteurs doivent gravir pendant 2 à 3 heures des marches de pierre taillées directement dans la paroi, où certaines sections ne mesurent guère plus de 50 cm de largeur, si bien que la frontière entre la sécurité et le vide se trouve à un seul pas. Ces marches d'un gris acier ont été polies au fil des siècles par le vent et l'humidité, s'affaissant sous les pas de générations successives de pèlerins. Le long du sentier, d'anciens pins surgissent latéralement de la roche, tandis que la pierre d'un gris cendreux et la forêt d'un vert sombre se fondent pour créer un paysage semblable à une peinture à l'encre, au contraste saisissant, conférant à ce lieu une beauté à la fois féroce, solitaire et obsédante. Chaque pas résonne comme un écho du passé, rappelant les légendes qui ont traversé les siècles. Le souffle du vent qui caresse les parois semble murmurer les noms des ancêtres, tandis que la brume qui s'accroche aux crêtes crée une atmosphère presque surnaturelle, où la réalité se mêle au rêve.